Retrouvez les conseils d'observation de ciel et espace avec MEDAS, www.medas-instrument-au-pluriel.com. Et accédez désormais à tous les anciens numéros de Ciel et Espace grâce à l'abonnement numérique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ciel-et-espace.fr. Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute des éphémérides radio de Ciel et Espace. Comme chaque mois, conseils d'observation, coups de cœur, conseils photos et récits astro seront au programme de cette émission. Elle démarre avec la liste des phénomènes célestes observables en ce mois de mars 2022. Un joli cil lunaire est visible le 3, Vénus surplombe Mars le 13, le 20 elle présente un beau quartier, Vénus, Mars et Saturne forment un triangle isocèle le 23, les étoiles filantes virginides sont à leur maximum le 24 et Vénus et Saturne sont à moins de 2 degrés l'une de l'autre le 29. Nous détaillerons tous ces événements au cours de ce podcast. Vous pourrez aussi écouter la chronique photo de Cyril Birnbaum, le récit d'un événement passé par Sébastien Fontaine et profiter des coups de cœur de nos deux chroniqueurs en fin d'émission. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors Sébastien, c'est notre habitude, chaque mois c'est vous qui démarrez l'émission en nous racontant un moment de l'histoire de l'astronomie ou un petit fait astronomique intéressant. Ce mois-ci, je crois que vous allez nous parler des saisons, c'est bien ça ? Oui, exactement, et plus précisément de l'inégalité des saisons. Voilà, c'est l'équinoxe. Bien sûr. Ce mois-ci. Donc quelques rappels coutumiers des saisons, donc les deux causes des saisons, des causes qui sont les mêmes, qu'on soit sur Terre, sur Mars ou sur n'importe quelle autre planète de la galaxie. Donc s'il y a des saisons sur Terre, c'est un, parce que la planète Terre est en révolution autour du Soleil, et deux, parce que l'axe de rotation de la planète est incliné par rapport au plan de l'écliptique. Et donc la conséquence de cette révolution et de l'inclinaison de l'axe de rotation, c'est la variation de la hauteur du Soleil à midi. Chaque jour, vous l'avez remarqué, en été, le Soleil culmine beaucoup plus haut qu'en hiver, et cette variation de culmination va découler une variation de durée d'ensoleillement et tous les phénomènes saisonniers que l'on connaît. Là où j'en viens avec cette chronique, c'est l'expérience que vous pourriez faire en comptant le nombre de jours que compte chacune des 4 saisons. Une fois, j'avais lancé le défi aux auditeurs de compter les jours des saisons. Je ne sais pas si les gens ont joué le jeu, mais je donne les résultats aujourd'hui. Le printemps dure à peu près 93 jours, l'été 93 jours également, l'automne plutôt 90. Et l'hiver, l'hiver 89 jours. J'étais sûr que t'es pas 88. Ouais, 88, j'ai arrondi au jour supérieur. Donc 88, 90, 93, 93. Voilà, en tout cas, l'idée c'est de se rendre compte que les saisons ne durent pas le même nombre de jours, et donc alors déjà youpi, dans notre hémisphère, c'est l'été qui dure un peu plus longtemps que l'hiver. Et donc, si les saisons sont de durée inégale, c'est parce que le mouvement du Soleil sur l'écliptique n'est pas uniforme. Il suffit de se rappeler des lois de Kepler, et globalement, on se rappelle que le Soleil va plus vite au périhélie, c'est-à-dire au mois de janvier, quand la Terre est au plus près du Soleil finalement, et puis notre étoile avance moins vite sur l'écliptique à l'aphélie en juillet, quand la Terre est au plus loin de notre étoile. Et donc, cette variation finalement de vitesse du Soleil sur l'écliptique, va provoquer cette inégalité des saisons. Donc ça, c'est quand même assez étonnant de se rendre compte que voilà, ce n'est pas une parfaite parité finalement dans la durée du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver. Très bien, on a appris des tas de choses, notamment que c'est parce que la Terre tournait à une vitesse plus ou moins rapide que les saisons sont plus ou moins longues. Ça, c'est un résumé très bref, mais c'est à peu près ça. J'ai bien suivi, hein, Sébastien. Oui, c'est tout à fait juste. Voilà, moi j'ai parlé de la vitesse apparente du Soleil sur l'écliptique, mais c'est vrai que physiquement, c'est plutôt la vitesse de la Terre qui varie en fonction de ses positions. Exactement, mais ça revient un peu trop au même. Alors on passe au planning, si j'ose dire, des observations du mois de mars. On commence avec cette très jeune lune, le 3, qui pourra être visible peut-être difficilement au crépuscule. Cyril, dans quelle direction faut-il chercher ce très fin croissant lunaire ?
Alors, pour être un très fin croissant lunaire, c'est un très très fin. Vous pouvez rajouter. On a mis la barre haut, mais on est à ciel espace ici, monsieur. C'est vrai. Donc, puisque la Lune sera éclairée à 1%, donc ça veut dire que vous prenez une pleine Lune, vous divisez par 100 et le petit morceau qui reste, c'est ce qui est éclairé. Donc, c'est pas grand-chose. Donc, il faudra regarder sur le ouest-sud-ouest. Donc, sur cette direction. Ce qui va se passer, c'est que donc, le soleil va se coucher à 18h30, donc ce 3 mars. Donc, théorie, vous êtes rentré du boulot, ça doit pouvoir le faire, là, tranquillement. Mais à ce moment-là, la Lune, donc, à 1% et 11 degrés au-dessus de l'horizon. Donc 11 degrés, c'est main tendue avec le pouce au-dessus, comme si vous faisiez du stop. Hein. Donc c'est pas très très haut, mais le truc c'est que à 18h30 il fait encore jour en réalité. Vous n'avez pas encore en contraste, vous avez parce que les jours ont bien rallongé effectivement ces derniers temps. Sébastien nous le rappelait. Et donc là, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que vous voyez, il y a peu de chances que vous voyez déjà le fin croissant de Lune. Il va falloir attendre peut-être 20 minutes, 30 minutes. Mais en attendant, la Lune continue son chemin, enfin la Terre continue à tourner plutôt. Et à ce moment-là, à 19h, par exemple, la Lune, elle est 4 degrés au-dessus de l'horizon. Donc c'est très 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 bas. Ça veut dire que vous, sur une boussole, il faudra pointer à 255 degrés, donc ce que je racontais sud-ouest. Là, et avoir un horizon parfaitement dégagé pour avoir une chance d'observer ou de photographier ce très très fin croissant de Lune. Donc sur la côte ouest ou alors en montagne ? En montagne, mais en étant bien au-dessus. Donc ça peut effectivement passer. Après, si vous êtes dans un endroit vallonné, ça marche aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il faut être un petit peu au-dessus du premier plan et d'avoir le côté ouest bien dégagé. Et alors on voit ça, il faut prendre des jumelles ou est-ce que le Alors aux jumelles c'est très joli parce que vous pouvez avoir une lumière cendrée, donc un très fin croissant. Si vous avez 1 mètre de focale, donc au moins 500 mm, donc un doubleur plus un 200 ou un 300, voire un petit télescope, une petite lunette avec 1 mètre de focale, vous pouvez commencer à avoir quelque chose d'assez joli parce qu'avec 1 mètre de focale, vous avez la Lune en entier, en fait, le diamètre complet de la Lune, vous allez avoir ce fin croissant et le contour en lumière cendrée. Et c'est assez facile à photographier aussi. N'hésitez pas à le photographier, d'autant qu'à un moment, si c'est bien dégagé, qu'il a plu la journée et que l'atmosphère est complètement transparente, vous allez avoir donc le fin croissant comme une virgule qui va aller se cacher derrière l'horizon tout doucement. Donc ça vaut le coup de regarder ça. Donc un joli spectacle quand même, difficile mais joli spectacle. Ouais. Et puis au cas où, vous pouvez toujours revenir le lendemain parce que le lendemain elle sera éclairée à 5%. Donc c'est déjà mieux. Et elle démarrera à la même heure, elle sera 5 degrés au-dessus, enfin à 10 degrés au-dessus de l'horizon. Donc vous avez une deuxième chance le lendemain. Une deuxième chance le 4 mars. On passe directement au 13. Vénus surplombe Mars le 13. Dans un instrument, comment se présentent les deux planètes à cette date, Sébastien ? Alors Mars d'aspect circulaire, je cherche mes mots, une teinte légèrement rouge orangé bien entendu, et puis Vénus plutôt une phase gibbeuse. Alors ces planètes sont très très peu distantes l'une de l'autre, puisque c'est à peu près 4 degrés qui va séparer Vénus de Mars, pas très haute au-dessus de l'horizon, puisque vers 6h30, Mars se trouvera à 6 degrés de hauteur, Vénus 9 degrés, et en termes d'éclat, ces deux planètes restent parfaitement visibles à l'œil nu. Vénus, évidemment, ça reste la star de nos nuits, là, c'est une magnitude négative à moins 4,6. Mars, quant à elle, c'est magnitude 1,2. Donc la difficulté réside quand même dans le fait que les planètes sont assez basses sur l'horizon, je pense surtout à Mars, et donc son éclat vraiment noyé dans le crépuscule. Donc une Vénus gibbeuse, et une semaine plus tard, elle sera à sa plus grande élongation ouest du Soleil, et là elle se présentera en quartier, c'est ça
Oui, complètement. Alors ça nous rappelle un petit peu les mouvements. Je pense que c'est un petit peu vers ça que vous voulez orienter un petit peu la discussion. Les mouvements des planètes qui sont très différents, ces mouvements vus depuis la Terre en tout cas, selon qu'on s'intéresse aux planètes inférieures ou supérieures. Autrement dit, les planètes qui sont plus près du Soleil que la Terre, donc Mercure et Vénus, et puis celles qui vont se trouver au-delà de l'orbite de la Terre, donc Mars et les suivantes. Donc si on s'intéresse un petit peu pour rappel, au mouvement des planètes inférieures, donc Mercure et Vénus, on se le rappelle, ne s'écartent que très peu finalement du Soleil. Vu depuis la Terre, on ne peut les voir que le soir ou que le matin dans les heures du crépuscule. Et à nos latitudes, et bien évidemment, ces planètes ne sont jamais visibles au milieu de la nuit. Et comme vous l'évoquiez, c'est quand elles sont en élongation maximale que Mercure et Vénus sont théoriquement le mieux visibles. Bien sûr, elles sont invisibles lorsqu'elles sont en conjonction, c'est-à-dire dans la direction du Soleil. Et si on s'intéresse un petit peu aux valeurs numériques, on se rappelle que les valeurs maximales des élongations sont comprises entre 17 degrés et 28 degrés pour Mercure et 45 degrés, 48 degrés pour Vénus. Donc vous voyez, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Ces planètes ne s'écartent jamais très très loin de la position du Soleil, et c'est quand une planète est en élongation occidentale, autrement dit à l'ouest du Soleil, qu'elle est visible le matin, et inversement, c'est lorsqu'une planète est en élongation orientale, qu'elle est donc à l'est du Soleil, et qu'elle est alors visible le soir, si je ne me trompe pas. Et puis si on s'intéresse à Mars, et donc plus globalement au cas des planètes supérieures, une autre position remarquable va concerner ces planètes, c'est l'opposition. Quand la planète va se trouver à l'opposé du Soleil par rapport à nous qui sommes sur Terre, c'est un petit peu la configuration d'une pleine lune finalement, mais portée à Mars, à Saturne, à Jupiter et à d'autres. Et les mouvements géocentriques de ces planètes supérieures sont bien sûr très différents de celui de Mercure et de Vénus, puisque les planètes supérieures vont rétrograder au voisinage de leur opposition, un petit peu comme quand on est dans un train, on double une voiture sur une route parallèle aux voies de chemin de fer, et puis on peut avoir le sentiment que la voiture fait en recul par rapport à nous qui sommes dans le train. Et bien c'est un petit peu le même cas de figure avec les planètes qui ne tournent pas aux mêmes vitesses autour du Soleil, et donc ce phénomène de boucle de rétrogradation de Mars dont on parlera dans quelques mois lorsqu'on sera vraiment à l'opposition. Et on en a parlé un petit peu pour le cas de Cérès le mois dernier, il me semble, avec Cyril. Tout à fait. On passe au 23 mars. Vénus, Mars et Saturne forment un triangle isocèle. Cyril, dans quelle direction on va trouver ce triangle ? Sur l'horizon est. Sur l'horizon est. Et facile à trouver parce que Vénus, encore une fois, brille énormément, c'est ça ? Alors, très facile à trouver, mais soit il faut être en RTT, soit pas travailler le mercredi matin. Aïe, c'est à quelle heure ? C'est 3h45 quand même. 3h45 pour avoir le parfait triangle isocèle. Alors qui est un triangle isocèle un peu rectangle, mais mais c'est pas mal. Décidément. mais c'est bien. En tout cas, 3 planètes pas si lointaines les unes des autres. On peut quand même faire un petit peu d'astronomie quand même. Là. Oui, elles sont pas très loin. Il y en a une qui est à 0,7 unités astronomiques, une autre, pour Vénus là. Mars sera à 1,8 unités astronomiques et Saturne à 10 unités astronomiques. Alors effectivement, on les verra très très bien dans le lever, c'est-à-dire qu'elle se lève à 3h45, mais si vous les regardez à 6h du matin, ça marche parfaitement, évidemment. C'est à gauche du Sagittaire, ça sera dans le Capricorne. Et ce que vous allez voir, c'est que vous allez voir donc un phare qui est Vénus, bien lumineuse. À sa droite, il y aura la planète Mars. Et sous Vénus, un petit peu à gauche, donc pour faire ce triangle isocèle rectangle, on aura la planète Saturne. Très bien, avec des différentes de couleurs évidentes à l'œil. Oui, c'est-à-dire que vous allez avoir une Vénus qui est très lumineuse, plutôt bien blanchâtre, une Mars qui sera un petit peu orangée, et puis une Saturne qui sera un peu dans la brume, un petit peu blanchâtre, fadouille, à peine visible. Palote. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que en fait, elles sont dans un champ de 5 degrés. 5 degrés, si vous prenez une paire de jumelles de standard des 750, là, donc, qui grossissent 7 fois avec un diamètre d'entrée de 50 mm. Donc dans ces jumelles de 750, ça fait en général, elles ont des champs de 7 degrés et demi. Ça veut dire que si vous pointez
dans la direction de cette je ne sais pas comment on peut dire, conjonction, de ce rapprochement, à ce moment-là, vous aurez les 3 astres en même temps. Alors, il ne faut pas imaginer voir les anneaux de Saturne, des petits martiens, etc. Les phases de Vénus, etc. Mais vous aurez les 3 points dans le même champ. Très bien, et c'est l'occasion de le montrer à vos amis, à vos enfants, quand même, regarde dans cette paire jumelle, tu vois Vénus, Mars et Saturne en même temps. Avant d'aller à l'école, mais pas à 3h45 parce que c'est pas sympa. C'est pas sympa pour les enfants. Le 24, Sébastien, les Virginides sont à leur maximum. Alors c'est un essaim d'étoiles filantes qui est pas très actif, mais avec quelques météores très brillants, je crois, non ? Oui, exactement. Alors le 24, on sera au dernier quartier, à peu près au dernier quartier. Donc c'est pas un essaim très actif, hein, mais c'est la promesse à chaque fois de voir quelques bolides. Vous savez, ces super étoiles filantes dont les traînées peuvent rester persistantes quelques secondes, quelques dizaines de secondes. Dans la littérature, certains prétendent que les traînées persistent dans le ciel pendant plusieurs minutes. Je trouve que c'est un peu exagéré, sauf si vous confirmez. Mais en tout cas, ouais, on peut s'attendre dans les soirées à quelques bolides bien lumineux. Donc ça, ce sont aussi des bolides, des étoiles filantes très lumineuses qu'on verra sans peine au cœur des villes. Donc on ne le dira jamais assez. L'observation citadine est tout à fait acceptable finalement. On voit des étoiles, on voit des planètes, on peut voir quelques étoiles filantes et de surcroît des bolides comme ceux prévus lors de cette pluie timide du 24, voilà, dont c'est le maximum. Alors, je n'ai pas précisé, Virginie, ça veut dire que les étoiles filantes, les météores semblent provenir de la constellation de la Vierge, voilà, pour la précision. Très bien, donc le 24, si vous voyez des étoiles filantes, ce seront sans doute des Virginides. On passe au 29. Le 29, Vénus et Saturne sont à moins de 2 degrés l'une de l'autre. Cyril, est-ce que ça signifie qu'on peut les voir ensemble dans une paire de jumelles, par exemple ? Oui, fastoche, même vous pouvez sortir des jumelles de luxe. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez même prendre des jumelles qui grossissent 20 fois avec un diamètre de 100, donc des 20 fois 100. Donc c'est quand même assez rare. Hein. Mais à ce moment-là, elles ont un champ de 3 degrés, celles-ci. Donc si vous reprenez les jumelles classiques, les 750 qui ont un champ de 7 degrés, ça rentre carrément très très bien. Ça rentre dans un chercheur de télescope, ça rentre dans tout en fait là. C'est un peu la suite du 23, sauf que les deux planètes se sont rapprochées. Elles se sont rapprochées, c'est exactement ça. Très bien. Est-ce qu'on peut voir, alors là pour le coup, si on veut avoir l'anneau de Saturne et Vénus en même temps, ça c'est pas possible, vous allez me dire. En même temps, dans le même champ, 2 degrés, non, ça commence. Vous pouvez peut-être le prendre avec un téléobjectif. Alors, il faut que je sorte mon abac, ne bougez pas. Alors là, j'avais pas prévu la question. Oui, en direct. À ce moment-là, je vous dis qu'il faut que ça rentre dans un 800 mm avec 800 de focale. Au foyer d'un 800, vous allez avoir les deux en même temps. Donc il faut se déplacer sur un site d'astronomie amateur bien équipé. Ouais, bien équipé. Enfin, c'est plutôt un photographe bien équipé. C'est-à-dire qu'il faut trouver le photographe qui est à Wimbledon ou un photographe de sport. Il faut avoir un ami photographe de sport qui a un 800 mm et au foyer, vous auriez les deux en même temps. Bon, sinon, vous prenez votre 300 mm avec un doubleur et vous avez un peu quelque chose, mais... Ah oui, on parlait de focale. Avec le live view, j'étais sur la focale, là. Ouais, j'étais pas sur le diamètre, pardon. Ouais. Je parlais en photographe. Là. Donc, non, ne dérangez pas les astronomes amateurs. Allez plutôt voir les amis photographes sportifs. Sportifs ou animaliers, d'ailleurs. Ou animaliers, je pense qu'ils sont même mieux équipés, à mon avis. Très bien, tout ça pour voir l'anneau de Saturne en même temps que Vénus, et c'est éventuellement possible, donc si vous êtes bien équipé, vous l'avez compris, le 29 mars. Cyril, vous gardez la parole puisque c'est à vous de nous présenter votre chronique mensuelle, une chronique photo. Chaque mois, vous nous donnez un conseil pour réussir une photo du ciel. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? De la Voie lactée, de l'arche de la Voie lactée, mais ce coup-ci bas sur l'horizon. Donc c'est vraiment la Voie lactée pour les débutants. Ah oui, c'est sport quand même, non ? Parce qu'elle est basse, justement. Ah oui, justement, elle est basse, c'est ça ce qui va être intéressant. Alors, il faut un horizon nord dégagé de lumière, là, et vous pouvez tenter quelque chose d'assez sympa à partir de 23h le soir. Donc, ce qui va se passer, c'est que l'arche de la Voie lactée, au lieu de monter quasiment au zénith, comme en plein été, il va rester assez bas sur l'horizon. Donc, ça veut dire aussi que vous, avec un appareil photo,
au lieu d'avoir plusieurs niveaux, plusieurs panoramas à des niveaux différents, c'est-à-dire bien 3 niveaux différents, vous pouvez la faire sur un seul niveau, avec ligne, l'horizon qui va être votre référence pour raccrocher les images, qui va être beaucoup plus simple. Donc pour vraiment les débutants, donc ce qu'il va falloir faire, c'est prendre un objectif de 28 mm. L'intérêt d'un tel objectif, c'est qu'il fait en fait en angle de champ, il fait à peu près 50 degrés par 70 degrés. Et la Voie lactée, si vous la prenez à partir de 23h, minuit dans le ciel, elle va être au plus haut à 50 degrés au-dessus de l'horizon et s'étaler sur 160 degrés. Ça veut dire qu'en 4 photos qui se chevauchent, en mettant votre appareil en mode portrait, vous allez pouvoir prendre toute cette arche de la Voie lactée qui sera au ras de l'horizon nord en quelque sorte. Elle va passer au-dessus de l'étoile polaire. Donc c'est pas mal à faire. Donc il suffit de poser d'ouvrir au maximum votre objectif, donc d'être sur un pied photo. Vous démarrez, vous essayez de le faire le plus rapidement possible, c'est-à-dire de faire en ligne. Pensez bien à avoir votre trépied, votre appareil photo à l'horizontale, et puis vous décalez en laissant une bande d'à peu près un tiers en fait entre chaque image pour qu'elle se chevauche. Donc en 4 images, vous arrivez à faire donc votre panorama. Je pense qu'une quinzaine de secondes en montant au maximum la sensibilité, vous aurez ce qu'il faut. Et ensuite, il va falloir prendre un logiciel de traitement d'image pour assembler. Alors, je vous donne une astuce. En fait, l'astuce, c'est d'assembler sur l'horizon, c'est-à-dire qu'en fait vous retirez avec un masque, vous retirez tout ce qui est petits points étoiles qui sont pas forcément simples à caler, et ce que vous allez caler en fait c'est l'horizon que vous avez qui va être souvent un petit peu sombre en ombre chinoise, donc les arbres, les collines, etc. Et à ce moment-là vous allez pouvoir raccrocher votre panorama. Très bien, donc une Voie lactée facile pour ce mois de mars. Nous approchons de la fin de cette émission. Cyril, Sébastien, c'est le moment de dévoiler votre coup de cœur, un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale, un festival, un astronome. Sébastien, à vous l'honneur. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à M51, la fameuse galaxie située dans la constellation des chiens de chasse, puisqu'actuellement en mars, en milieu de nuit, cette galaxie se trouve très haute, quasiment au zénith à 3 heures du matin. Alors on a tous en tête de très très belles images de cette galaxie. Elle fait l'objet de nombreuses observations, de nombreux concours astrophoto aussi. Pour fêter les 15 ans d'ailleurs du télescope spatial Hubble, c'était une superbe cliché ou une série de clichés de M51 qui avait été vraiment mis en avant pour faire la promotion des prouesses techniques de ce télescope spatial. Et puis donc, de façon plus terre à terre, c'est un objet assez facile à appréhender par tout astronome amateur, débutant ou confirmé qui trouvera toujours plaisir à y retourner. Alors c'est une galaxie spirale, magnitude 8. Dans une paire de jumelles, on commence à l'apercevoir avec des 10-50. Quand le ciel est très, très sombre, on commence à comprendre que cette structure a la forme d'une goutte d'eau très pâle. Parmi les étoiles, et bien sûr M51 est très connu parce qu'il y a une interaction finalement entre cette galaxie principale et une deuxième, NGC 5195, et avec un télescope de 200 mm avec un grossissement d'au moins 100 fois, on va très très bien voir le noyau de M51, et puis avec un instrument un peu plus ouvert, on va commencer à percevoir le véritable pont stellaire, le pont de matière qui existe entre les deux galaxies. Donc c'est toujours intéressant de tester son acuité visuelle et ses instruments, et aussi la qualité du ciel. Quand elle est très haute sur l'horizon, vous testez un petit peu vos techniques, et à chaque fois vous allez faire mouche en regardant cette très belle galaxie. Voilà, la galaxie du tourbillon. La galaxie du tourbillon, oui, qui est très très haute donc dans le ciel en ce mois de mars. Cyril, quel est votre coup de cœur ce mois-ci ? Alors c'est une photo d'un artiste, Michael Ranger, et elle est particulière cette photo parce que c'est pas lui qui l'a prise. Ah, alors comment c'est possible ça ? Expliquez-nous. Ça paraît bizarre. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques mois, je vous avais parlé d'un
d'un musée, le Kunstmuseum, qui est le musée d'art de Göteborg. Et dans ce musée, il y a en fait une salle qui est une salle réservée à Hasselblad, qui est en fait qui a son usine à côté de Göteborg. Et en Suède donc. Et quand on visite ce musée, enfin cette salle, on voit des clichés qui ont été faits entre autres sur la Lune, parce qu'en fait les Hasselblad sont les boîtiers qui sont partis sur la Lune, sur les missions lunaires. Entre autres, vous voyez l'original, et c'est assez émouvant, d'une des missions Apollo 8, où je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sur un format carré, donc le format Hasselblad, vous avez en fait 5 cratères, dont un cratère au premier plan qui est le cratère Goclenius, qui a une particularité, c'est qu'en fait on voit qu'il y a plein de météorites, en fait il y a dans le cratère, vous avez des glissements un petit peu comme là on est encore un peu en hiver là, donc comme la neige qui tombe et qui dégouline les parois, etc. Donc il y a pas mal de clichés comme ça. On y voit Neil Armstrong et Buzz Aldrin en train d'aller à la chasse aux champignons en Suède. Donc c'est assez émouvant. Ça, je vous l'avais déjà raconté. Et en fait, il y a une image qu'on peut voir qui est une image qui a été prise donc par Neil Armstrong et qu'on connaît tous, qui est la photo où il prend Buzz Aldrin à côté du LEM et à côté du drapeau américain. Et d'ailleurs, on voit dans la visière de Buzz Aldrin, on voit le reflet donc de Neil Armstrong en train de prendre cette image. Et il se trouve que donc il n'y a pas de photos qui ont été prises sur la Lune de Neil Armstrong. C'est-à-dire que je suppose que Buzz Aldrin a un peu oublié de prendre son petit camarade qui avait posé le pied sur la Lune. Le pied sur la Lune, oui. Donc il a un peu oublié. En fait, il a pris qu'une seule fois une photo de Neil Armstrong. Il est de dos en train de monter dans le LEM. Il va chercher les poubelles. Enfin, je sais pas trop ce qu'il fait, mais enfin c'est pas la photo qu'on aurait pu imaginer d'Armstrong sur la Lune. On n'a pas cette photo, elle n'existe pas du tout. Et alors cet artiste, Michael Ranger, il a fait quelque chose de fabuleux, ce que je trouve fabuleux parce que c'est le premier à le faire, donc faut y penser. Et puis faut le faire, faut y penser et faut le faire surtout. C'est que il a extrait en fait de la visière le reflet de Neil Armstrong en train de prendre la photo de Buzz Aldrin, et il a redéformé pour faire une photo propre où on voit donc uniquement son reflet en quelque sorte, dans un bon format. Et là, il est en train de retravailler. Il cherche en fait sur toutes les images de la Lune, les reflets un peu partout, pour récupérer de l'information. Et je trouve ça assez magique. Donc retrouver Neil Armstrong sur la Lune grâce à Michael Ranger, c'est effectivement une très belle photo dont nous avons parlé d'ailleurs, je crois, sur le site web de Ciel et Espace. Si vous ne l'avez pas vu, eh bien écoutez, courez sur Internet pour aller voir cette image. C'est vrai qu'elle est très émouvante, puisqu'effectivement, on n'a pas vraiment de photo de Armstrong, le premier homme qui a posé le pied sur la Lune. Eh bien écoutez messieurs, les éphémérides radio de Ciel Espace s'achèvent pour ce mois-ci. Merci à Cyril Birnbaum et à Sébastien Fontaine. Merci à Nicolas Franco qui a réalisé cette émission. Elle était présentée comme chaque mois par David Fossé. Nous vous donnons rendez-vous au mois d'avril. D'ici là, songez à vous abonner ou à vous réabonner à Ciel et Espace. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.